Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week-Echo, annoncée comme étant la conférence de la dernière chance pour inverser l'aggravation de la crise climatique. Eh bien, la COP26 s'est achevée il y a quelques jours sur le pacte de Glasgow pour le climat. Un test qui n'aura pas reçu l'assentiment de toutes les parties, notamment des organisations de la société civile, tant le bilan pour ces organisations est mitigé dans l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris de 2015. Quel bilan tirer de la COP26 et qu'est-ce qu'il faut retenir justement de ce pacte de Glasgow? Ce sera dans le décryptage. Et dans le dossier de la semaine, il sera question de l'assurance maladie. Vous le savez, tous les Béninois devront y souscrire déjà le 1er janvier 2022. Et qui dit assurance maladie pour tous dit couverture sanitaire universelle, indispensable pour mettre tous les citoyens pour leur accorder un accès géographique et financier. Quelle sera la part du secteur privé dans l'atteinte de cette couverture sanitaire universelle? Ce sera dans la seconde partie de cette émission. Voilà donc le menu de ces 52 prochaines minutes. Vous le savez, d'abord, on marque le tout premier arrêt, le mini-journal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce mini-journal de Week-Echo. Pouvoir conserver son numéro de téléphone au moment de changer d'opérateur de réseau mobile est aujourd'hui possible au Bénin. Condition essentielle à la bonne fluidité du marché et surtout à une saine concurrence. La portabilité des numéros mobiles est un principe auquel sont attachés les utilisateurs désireux de bénéficier de meilleures offres téléphoniques. Mais la portabilité du numéro mobile, qu'est-ce que c'est? Entre avantages et non-dits, comment les utilisateurs perçoivent-ils ce service? Louis Koudobo et Ulvaeus Balogun nous en parlent dans cet élément. Lorsque l'on souhaite changer d'opérateur téléphonique, la question du transfert de son numéro se pose. Le numéro d'abonné qui était par excellence un élément d'identification personnelle pour nous les Africains, nous les Béninois, compte tenu même de l'absence d'un système d'adressage cohérent. Vous l'avez depuis 10 ans. Votre vie privée, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle. Quand on a tout ça sur un numéro, est-ce qu'on peut oser s'en débarrasser? Non. Depuis quelques mois au Bénin, il n'est plus besoin d'acquérir une nouvelle puce pour changer d'opérateur mobile. C'est ce que l'on appelle la portabilité. La portabilité consiste à choisir son opérateur sans avoir des conséquences sur son expérience de vie numérique. La portabilité d'un numéro mobile est donc un service qui permet à un abonné de changer d'opérateur tout en conservant le même numéro de téléphone mobile. Vous voulez quitter un opérateur A pour un opérateur B, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Le protocole de transfert a prévu que c'est à l'opérateur qui vous accueille, c'est lui qui fait les démarches. Ça dure au maximum 15-20 minutes. Vous avez votre nouvelle carte SIM et vous devenez abonné avec votre numéro. À l'heure où l'on assiste à l'apparition des terminaux double ou triple SIM, les consommateurs nourrissent des réticences quant à la portabilité de leur numéro de téléphone. J'ai un téléphone double SIM, de telle manière que si quelqu'un te cherche sur tel réseau, il peut accéder à toi. Sur l'autre, il peut accéder à toi. Donc vous avez la possibilité de maintenir vos clients à travers ces deux SIM-là. Et dans tout cas, nous avons SIM, oui. Nous avons Internet, nous avons appel. Nous avons SIM, nous avons SIM de commune. On fait d'abord réseau de nos réseaux. On réseau de réseau. Et pourtant, le portage du numéro mobile est une des voies royales pour atteindre l'accès universel aux télécommunications, la baisse des prix ainsi qu'une meilleure qualité de service. Si vous n'avez pas la portabilité, vous avez un frein à la concurrence. Ce qui est voulu sur le marché des télécommunications, c'est que chaque fois que
un opérateur investit, il innove, la conséquence soit directe et que les consommateurs viennent sur son réseau, en profitent de son innovation, de la qualité qu'il a, de ses prix, et qu'au même moment, ça entraîne immédiatement chez celui qui a perdu des clients la capacité et l'intérêt aussi à investir. C'est de cette manière qu'il y aura beaucoup plus d'investissement dans le secteur, on aura l'innovation. Une avancée technologique qui permet une saine concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile avec comme seul gagnant le consommateur. Dans le monde, un bébé sur 10 naît prématuré chaque jour. Sur 184 pays, le taux des naissances prématurées varie entre 5 et 18% des bébés nés. Le 17 novembre dernier était la journée mondiale de la prématurité. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée aux causes de ce phénomène et aux moyens de prévention de la prématurité. Mariette garde dans ses bras son 4e garçon. À 14 mois aujourd'hui, le bébé réagit comme les enfants de son âge. Pourtant, son accouchement fut des plus surprenants et effrayants pour sa mère. Mon enfant est né à 6 mois et demi. Les contractions ont commencé un jour seulement. Et pour moi, c'était comme des douleurs qui allaient passer de temps à autre, mais les douleurs s'amplifiaient jusqu'à ce que je suis allée à l'hôpital. Et là, on m'a dit que j'étais en travail. Donc, on m'a amené directement à la salle d'accouchement. Le temps d'aller payer les consultations et autres frais, là, non, l'enfant est déjà sorti. Il était tellement petit, tellement fragile. Ouais, et puis, c'est qu'il y avait l'oxygène, son visage, les appareils sont branchés un peu partout aux pieds. C'était des temps vraiment durs, donc, et inoubliables. Chaque fois quand je pense à tout ça, je rends grâce à Dieu, je suis dans la joie. Mais qu'est-ce qui a causé cette naissance de l'enfant avant sa maturité ? À ce jour, difficile pour Mariette de répondre à cette question. Les sages-femmes, même les docteurs, eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Me dire que c'est à cause de telles choses pour que je puisse prendre des dispositions, ils n'ont pas pu identifier la raison véritable. Un accouchement avant la 37e semaine non élucidé à ce jour. Le cas est-il atypique ? Pour les spécialistes de la santé, plusieurs circonstances peuvent favoriser l'accouchement prématuré. Les causes maternelles comme l'âge de la mère en dessous de 18 ans ou supérieur à 35 ans, les maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'anémie et même le paludisme avant ou pendant la grossesse. Mais ce n'est pas tout. Et il y a aussi la pauvreté. La pauvreté, c'est l'une des causes de prématurité parce qu'une maman qui est pauvre, elle mange moins bien, elle vit dans de moins bonnes conditions. Et il y a des femmes, par exemple, pendant la grossesse, le col ne se ferme pas pour pouvoir garder le fœtus à l'intérieur. Donc quand on détecte ça, on prend des mesures adéquates pour permettre à cet enfant-là de ne pas sortir plus tôt que prévu. Prévenir la prématurité de l'enfant revient donc à assurer une veille sanitaire permanente. La première chose que moi je vais dire, c'est l'éducation sexuelle. Empêcher nos jeunes filles de moins de 18 ans de tomber enceintes. La deuxième chose, lorsqu'une maman a déjà fait un prématuré, elle a des grandes chances de faire des prématurés aux autres grossesses. Parce que comme on le dit en médecine, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La prématurité représente 6,2% des naissances. Elle est la plus forte cause de mortalité et de morbidité périnatale. Très en vogue, Madame, Monsieur, les extensions de cils font aujourd'hui fureur. De nombreuses femmes l'adoptent pour sublimer le regard et embellir le visage. Bien qu'ils soient souvent esthétiquement plaisants, eh bien, les faux cils peuvent constituer un danger pour les yeux. Amandine Anyamboussou s'est intéressée au sujet. Voici son reportage. Ultra sexy, ultra féminin, les faux cils constituent un attrait de séduction qui fait toujours de l'effet. À la femme qui en pose, il donne un regard de braise.
Je mets de fossiles juste pour le luxe, pour le charme. Histoire de m'embellir un peu, quoi. En fait, c'est juste pour changer les yeux. Ça change un peu le regard. De longueurs différentes, cet accessoire de beauté répond à certains critères pour une pose parfaite. Il y a les cils synthétiques et les cils naturels. Et il y a aussi les extensions de cils. On met les cils dans les sous-cils. Parce qu'on ne met pas les cils sous les sous-cils au fait, parce que ça va gêner les yeux. J'ai l'habitude de désinverter les matériels avec de l'alcool. Et même si le résultat est très joli, les faux cils ne font pas l'unanimité. Malheureusement, on constate que plusieurs femmes se donnent au port des faux cils juste pour plaire aux hommes. Et dans le même temps, elles se rendent vilaines sans le savoir. Le port des faux cils, c'est pas une bonne chose parce que ça peut apporter des problèmes aux yeux. Les gens veulent copier tout ce qu'on voit à la télé, donc du coup, on se permet le luxe quand même de s'approprier ces produits-là sans savoir quels sont les éléments nocifs qu'ils contiennent. Selon des chercheurs américains, les fossiles réduiraient le flux d'air qui arrive sur la surface oculaire, ce qui n'est pas sans danger pour les yeux. À la longue, les produits de colle là peuvent altérer le bord libre de la paupière et à force de mettre ça, ces petites agressions vont entraîner soi-disant une des cicatrices rétractiles et ça va devenir opaque, d'où une baisse de la visibilité. C'est-à-dire la cornée étant opaque, elle ne servira plus à bien voir. La pose des cils artificiels est devenue aujourd'hui une tendance. Mais pour préserver leur santé oculaire, les femmes sont appelées à minimiser le rythme auquel elles fixent les faux cils. Chères dames, eh bien voilà, nous voici suffisamment informés. C'est la fin de ce mini-journal. Ne décrochez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Alexandra Diotan. Et sans transition, tout de suite, la revue de presse économique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Plusieurs sujets ont meublé les quotidiens cette semaine. La Nation nous informe que des innovations sont contenues dans la loi des finances 2022 par rapport à l'investissement public. Selon le journal, le projet de loi de finances en examen au Parlement prévoit 812 milliards de dépenses d'investissement public en lien avec l'ambition du gouvernement. Il projette 87 programmes budgétaires déclinés en 279 actions et 15 dotations pour booster le développement du Bénin. Le quotidien de service public nous apprend également que le bal des ministres s'ouvre au Parlement pour défendre le budget. Le projet de budget du ministère du Développement s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA. Fraternité titre, finances, cadre de vie et décentralisation, des budgets sectoriels défendus par Wadani, Tonato et Akoteyon. Le ministre de la décentralisation défend 39,6 milliards pour booster la gouvernance locale. Pour poursuivre les efforts dans le secteur du cadre de vie, José Tonato défend 170 milliards de francs CFA. Quant au ministère des Finances, il a besoin de plus de 26 milliards pour poursuivre la mise en œuvre de la gestion budgétaire. Fraternité nous annonce le démarrage de la campagne de commercialisation du coton graine au Bénin. Pour cette campagne 2021-2022,
Le prix du kilogramme est fixé à 265 francs CFA au premier choix du coton conventionnel. Pour l'événement précis, le Bénin envisage atteindre une production qui tourne autour de 766 000 tonnes de coton graine, soit un accroissement de 4,8% par rapport à la performance de la dernière campagne. L'atteinte de cet objectif passe par l'engagement de tous les acteurs. L'assurance maladie devient obligatoire dès janvier 2022 pour tout Béninois, nous annonce la presse du jour. Cette assurance sera mise en œuvre par le projet Arche qui est déjà en exécution. Les employeurs et travailleurs indépendants seront contraints à souscrire au profit de leurs employés ou pour leur propre compte, selon le journal. Selon le ministre de la Santé, relayé dans le quotidien Fraternité, un comité interministériel travaille pour rendre opérationnelle l'assurance maladie. Un décret d'application sera pris pour définir le panier de base. Benjamin Ronkpati assure que la couverture universelle est en bonne marche au Bénin. Ce sera tout pour cette revue de presse économique. Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Wikeko se poursuit en effet. On parle à présent de l'urgence climatique. La COP26 a pris fin il y a quelques jours avec de nouvelles déclarations et de nouveaux objectifs. C'est le décryptage. Que retenir donc de l'accord de Glasgow? Pour en parler sur ce plateau avec moi, William Tchoki. William, bonjour. Bonjour Ulvaeus. Merci d'être là. Le plaisir partagé. À côté de William, Antoinette Sagbo. Antoinette, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors Antoinette, déjà on va camper le décor. Quel est votre regard? Il faut dire déjà que vous êtes tous deux envoyés spéciaux à Glasgow. Vous étiez présents sur les lieux. Vous avez vécu l'événement en live, comme on va le dire. Quel est votre regard sur la COP26? En tant que journaliste, j'aurais un regard de journaliste. Oui. Alors, cette COP26, elle a été déjà reportée en 2020 à cause de la pandémie Covid-19, nous le savons tous. 2021, la COP26 à Glasgow était considérée comme une conférence des parties pour élever nos ambitions climatiques, pour permettre aux pays développés de donner d'autres engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on attendait à cette COP déjà la finalisation et l'opérationnalisation de l'accord de Paris, qui a été adopté depuis 2015 en décembre lors de la COP 21. À cette COP26, il y a eu des milliers de participants qui sont venus parce que la cause climatique, les changements climatiques sont d'une importance capitale et il faut s'y consacrer parce que la planète, nous n'avons qu'une seule planète, vous et moi. Nous partageons ensemble une seule planète. Et donc, il faut en urgence protéger cette planète puisque ce sont les hommes qui détruisent tout sur cette planète. C'était un rendez-vous climatique pour prendre des décisions concrètes et agir de façon urgente pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, à cette COP26, ce à quoi nous attendons, nous n'avons pas eu forcément les résultats attendus parce qu'il y a un rapport de force entre les pays développés, les pays en voie de développement et chacun défendait son intérêt. Donc du coup, il faut maintenant s'entendre et avoir une porte de sortie, trouver le juste milieu. Voilà ce qui s'est passé. Je pense qu'avec William Tchoki, on aura encore d'autres éléments pour enrichir Justement, Antoinette le disait, William, la promesse, ou plutôt les fruits n'ont pas forcément tenu la promesse de fleurs à Glasgow, diriez-vous? Oui, je partage aussi cet avis que les fleurs n'ont pas tenu la promesse de fleurs. Enfin, les fruits n'ont pas tenu la promesse de fleurs. Je suis d'accord avec vous parce que les résultats étaient mitigés. On l'avait dit, même dans votre introduction, on l'avait dit que c'était la COP de la dernière chance pour permettre à ce que
on puisse respecter l'engagement de garder le 1,5 degré Celsius pour notre planète. Mais là, on a vu que les intérêts étaient divergents. Les gens beaucoup plus pensaient à eux-mêmes qu'à la planète sur laquelle tous nous sommes. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Vous savez, cette Terre, cette planète, il y a au moins 500 multinationales qui gèrent à elles seules plus de 50% de la richesse de cette Terre. Et ces multinationales, vous savez ce qu'ils utilisent comme énergie? L'énergie fossile. Alors, par conséquent, ces gens qui financent pour la plupart de nos dirigeants ne sont pas prêts à céder, à laisser encore ces énergies fossiles. Et les dirigeants non plus ne sont pas prêts à mettre la pression sur ces gens-là. Parce que la pression vient du haut et par conséquent, eux, ils doivent respecter ce que disent ces multinationales. Alors, pour le moment, les gens ne sont pas prêts à pouvoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est dommage, les ONG ont beau crier, nous qui sommes les simples participants, on a beau prier, même si à l'ouverture, on a senti une certaine détermination de tous les dirigeants. Mais il y a de 120 chefs d'État qui étaient présents à l'ouverture, avec des déclarations fortes, mais à la sortie, on est tous déçus. J'avoue que je suis déçu par rapport à la... Autrement dit, l'ambition climatique, on va dire, est reléguée au second plan aujourd'hui. Ouais, c'est beaucoup plus l'économie que les gens ont primé. Je vais encore vous rappeler quelque chose. Vous savez, il y a quelques jours, le président américain disait que lorsqu'il allait au Congrès, que les États-Unis avaient les meilleures infrastructures du monde, enfin les premiers du monde, et qu'aujourd'hui, qu'ils sont en 13e position. Et il dit qu'il va débloquer plus de 1000 milliards de dollars pour corriger tout ceci. Alors, ces 1000 milliards de dollars, c'est quoi tout ceci-là? C'est l'énergie fossile qu'il faut débloquer justement. Donc, ça veut dire que pour le moment, c'est une concurrence. On veut être premier nation plus puissante, de la Terre au 21e siècle. Donc, par conséquent, personne n'est prêt à laisser les énergies fossiles pour le moment. Enfin, même si les engagements ont été pris pour dire on va réduire, mais c'est pas dans la réalité, c'est pas encore ça. C'est une façon de nous voiler la face vis-à-vis de ce que nous subissons. Malheureusement, ces pays développés qui émettent la plupart de ces émissions de gaz à effet de serre, ces pays développés ne veulent pas. Ils savent, parce qu'il y a déjà les catastrophes, ils subissent également les catastrophes des effets néfastes des changements climatiques, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils veulent toujours garder leur niveau de développement. Mais au même moment, les pays en voie de développement, les populations les plus pauvres sont les premières victimes ces populations sont les premières victimes de ces catastrophes climatiques. Et donc, le contraste est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au même moment, nous n'avons pas les moyens de nous adapter, les moyens pour que ces populations puissent développer leur capacité d'adaptation, leur capacité de résilience. Du coup, il faut toujours revenir vers ces pays développés pour demander des financements. Mais il va falloir que l'Afrique, ce continent, se prenne en charge parce que nous avons tout à notre disposition pour nous développer. Nous avons tout. Nous avons l'océan. Nous avons les ressources naturelles. Mais nous faisons quoi avec ces merveilles que Dieu nous a données? Au contraire, nous les vendons à ces pays développés. Et donc, si nos dirigeants puissent comprendre, ils arrivent à comprendre que l'enjeu climatique n'est pas que l'affaire des pays développés, c'est d'abord nous-mêmes, puisque nous sommes les premières victimes de ce catastrophe. Ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on peint un peu le tableau en noir parce qu'on n'est pas satisfait, mais quand même, il y a eu des avancées. Non, il y a eu des avancées. Tout n'est pas noir, il y a eu des avancées. Par exemple, on dit, c'est pour la première fois que dans une résolution d'une COP, qu'on parle des énergies fossiles. C'est la première fois. Même si on a changé le thème de réduction, diminution progressive. Disparition progressive, pas diminution progressive. Vous voyez par exemple l'Inde qui a eu le courage de dire ok, je vais atteindre la neutralité carbone en 2070. C'est vrai que c'est trop loin, mais c'est déjà quand même des pas que les gens ont franchis pour qu'ils montrent quand même qu'ils sentent que le problème est là. Mais pour le moment, comme c'est une concurrence qui ne dit pas son nom, alors chacun veut utiliser. Alors justement, au sujet de ces avancées-là, on a l'adoption de l'article 6, qui est quand même une première également, la finalisation des règles d'application de l'accord de Paris. L'article 6 qui prévoit les mécanismes autorisant les parties à échanger des réductions d'émissions afin d'atteindre leur CDN, contribution déterminée nationale. À ce niveau, il faut dire qu'on n'a pas eu de bonne résolution par rapport à l'article 6 dont vous parlez, c'est la finance climat. À ce niveau, les pays développés ne sont pas prêts à donner les moyens. Je me rappelle à l'accord de Paris, on disait que les pays développés devaient donner 100 milliards de dollars depuis 2019. On est en 2021, mais juste là encore, on n'a rien. Combien avons-nous dans cette caisse? On ne sait pas encore.
c'est vrai que cette COP a dit, OK, deadline pour réunir ce montant 2023. Ouais, on espère que 2023, qu'on aura ce montant, parce que nous, pays en voie de développement, on a besoin des moyens pour nous adapter. Absolument. Elle a dit, la terre, elle est une. C'est comme on est dans une chambre. Quand on pète, l'odeur est sentie par tout le monde. Oui, partout, ouais. Donc, par conséquent, nous, on n'a pas les moyens de résilience comme les pays l'ont. Vous avez vu, il y a quelques mois, quand l'Allemagne avait des problèmes d'inondation, vous avez vu, en quelques jours, ils ont pu corriger cela. Mais si cela arrivait au Bénin, je vous jure qu'on mettra peut-être 3 ans à corriger ces erreurs. Donc, les dégâts seront énormes. Donc, on a besoin de ces moyens. Ce n'est pas qu'on nous mendie, on ne mendie pas ces moyens, parce que c'est eux qui polluent. Nous ne polluons pas. Donc, par conséquent, pour compenser ce que nous, on a comme problème, on demande ces moyens pour pouvoir permettre à notre population d'être plus résiliente face au changement climatique. Toujours par rapport à l'article 6, il faut préciser que l'article n'a pas été encore adopté. Le consensus n'est pas encore trouvé. Mais à cette COP26, on a pu quand même finaliser l'accord de Paris, les instruments juridiques pour rendre opérationnel l'accord de Paris. Mais l'article 6, il y a l'article 6.2, l'article 6.4, l'article 6.8. Il y a ces paragraphes qui posent problème parce que... Qui posent problème. Oui, parce que là, c'est un marché de carbone. Les pays en voie de développement qui polluent peu, ces pays disent, nous avons encore nos puits de carbone que nous allons vendre, mais vous avez déjà pollué. Du coup, vous devrez acheter. Mais non, en achetant, il faut des mécanismes de transparence pour dire tel pays développé a acheté tel nombre de carbone, de puits de carbone. Voilà le taux que nous avons trouvé. Et donc, vous devrez, en contrepartie, nous payer. Mais il y a le double comptage qu'il faut mettre en évidence. Et donc, il y a le marché libre, il y a le marché contraignant. Et les pays développés ne veulent pas du tout. Parce que là, c'est contraignant et ils veulent toujours continuer par polluer. Parce que s'ils acceptent la transparence dans les crédits carbone, tous les pays sauront qui a fait ci et qui n'a pas fait. Et c'est là l'enjeu climatique au niveau de l'article 6. Mais espérons qu'en Égypte, où aura lieu la COP 27, qu'on arrive à trouver des consensus pour corriger le tir. Parce que l'article 6 ne va pas seulement bloquer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il faut évoluer. C'est vrai qu'en 2015, il y a eu une forte diplomatie autour de l'accord de Paris. Vous connaissez bien nos amis français. Ils ont utilisé leur pouvoir de diplomatie pour permettre à tous les chefs d'État d'adopter l'accord de Paris. Mais il n'y avait pas encore les instruments juridiques. Le travail n'a pas été fait. Et justement, c'est pour ça depuis 2022, nous sommes en train d'évoluer dans ce système-là. Voilà. Alors, la question de la fin des combustibles fossiles, je crois, j'ai cru lire qu'il est écrit qu'il faut réduire la dépendance aux fossiles et que pour ce faire, un accord a été signé par 39 pays pour mettre fin au financement public à l'étranger du projet d'énergie fossile dès 2022. Oui, c'est l'une des avancées quand même de cette COP-là. C'est-à-dire on arrête tout ce qui est financement des énergies fossiles. C'est vrai que très peu de pays, mais surtout la plupart sont des pays développés. Donc on s'est dit, c'est un engagement pris par les puissances de ce monde qui pourront les respecter. Maintenant, une chose est de prendre cette décision, l'autre, l'exécuter. Et justement, allez-y d'abord. J'aimerais revenir par rapport à l'article 6. Vous savez, aujourd'hui, les pays développés essaient de jouer avec les mots. Parfois, ils utilisent les aides au développement comme financement climat. Or, c'est différent, c'est deux choses différentes. Il faut qu'ils sachent que quand vous aidez un pays pour un problème, c'est différent de l'aider pour le climat. Mais eux, ils mettent tout ensemble pour dire, alors nous aidons les pays à être plus résilients. Donc, on aimerait quand même que les gens puissent faire du moins cette distinction. Cela pose justement la question du gendarme qui n'existe pas pour contrôler. Oui, l'accord de Paris, le problème c'est que c'est la faiblesse de l'accord de Paris. L'accord de Paris n'est pas contraignant. Tout à l'heure, parlait d'instruments juridiques. Cela n'y est pas. Donc, les pays peuvent faire toute leur pagaille, il n'y a rien qui puisse les arrêter, qui puisse les punir. Donc c'est ça en fait le problème. Si on peut... C'est l'article 6 qui vient corriger un peu. Parce que le protocole de Kyoto, si vous en souvenez, les pays développés ne l'ont pas ratifié. Et quand d'autres sont sortis plus tard du protocole de Kyoto, parce que le protocole est tellement contraignant. Et du coup, pour se rattraper dans l'accord de Paris, qui est un accord moins contraignant, les pays en développement ont su trouver le jeu et ils ont inséré l'article 6. Il y a aussi l'article 9, qui est point 5, qui est également un peu contraignant. Mais il faut se dire la vérité. L'homme, c'est l'homme qui fait la loi. Et c'est l'homme
qui doit respecter également la loi. Mais c'est l'homme qui doit contrôler également le respect. Maintenant, si nous voulons évoluer vraiment, puisque nous avons rédigé nous-mêmes nos propres tests, mais qu'est-ce qui nous empêche de les mettre en application? Parce que nos intérêts sont là. Le pays développé veut toujours continuer, pas être développé, mais au moment où on nous demande à nous, au pays en voie de développement, de ne pas nous développer. On dit mais c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et le rendez-vous de la COP, c'est vraiment un moment où tous les pays se disent la vérité. Mais la vérité, qui te donne à manger? C'est le pays développé. Du coup, les pays en voie de développement n'arrivent pas à s'imposer dans leur prise de décision. Oui, parce que quand vous prenez la Chine qui est un pays déjà développé, mais qui se place aux côtés des pays en voie de développement. Nous avons le groupe G77 plus la Chine. Mais comment se fait-il que ce même pays se dit, mais je veux toujours être à votre niveau alors qu'il n'est plus au même niveau que les pays en voie de développement. Et donc, dans les négociations, il y a ces contrastes. L'autre soutient une thèse et l'autre l'antithèse. Du coup, pour trouver la synthèse, elle est compliquée. Alors, c'est un jeu flou, hein, on va dire. Ouais, c'est un jeu flou. Enfin, c'est un peu comme la diplomatie. On va dire, un jeu flou, mais ce qui est important, il vaut mieux être là. Sinon, les gens vont décider à votre place et vous n'aurez rien. Oui, mais même quand vous êtes présent, votre voix ne compte pratiquement pas. Votre voix compte justement. Le cas des pays en voie de développement aujourd'hui. Si, votre voix compte. Tout à l'heure, je me rappelle, quand j'étais dans le bureau de Reda, il me demandait, mais qu'est-ce que notre pays a gagné? Mais j'ai dit, notre pays a gagné beaucoup de choses. Seulement qu'il y a très peu de communication par rapport à ce que nous gagnons. C'est tout le problème. Ce que les maires ont gagné, on ne sait pas. Ce que les opérateurs économiques ont gagné, on ne le dit pas. Ce que même notre pays, même le gouvernement a gagné, on ne le dit pas. Donc, on va peut-être consacrer un autre plateau justement, pour en parler plus précisément. Mais il y a également la question des transports verts qui de plus en plus est brandie aujourd'hui pour un peu, on va dire, un peu pallier à cette pollution qui de plus en plus... Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des résolutions fortes qui ont été prises dans ce sens-là? Quand vous allez dans ces pays développés, vous savez, quand vous allez pour ces rencontres, la plupart des bus qu'on met à votre disposition, c'est des bus, comment ils appellent ça? Le mot m'échappe là. Enfin, des trucs électriques, voilà, électriques. Ça n'émet pas de CO2. Alors, ces pays ont la technologie. Parfois, ils mettent sur cette technologie des brevets qui durent 50 ans, 30 ans. Et nous, pendant ce temps, on attend cette technologie. Alors, on aura ça quand? Avant que cela ne entre dans le domaine public, c'est déjà dépassé. Donc, il y a cette hypocrisie des pays développés qui ne veulent pas mettre cette technologie à la portée des pays des moins avancés. Enfin, c'est ça aussi qu'il faut corriger, justement. Par rapport à cette question, les décisions reviennent à nos chefs d'État, à nos dirigeants. Nous pouvons dire réduire, par exemple, l'importation des motos à 2 roues. Les efforts sont déjà consentis par nous. Mais si on réduit ça, justement, pour réduire, il faut faire la promotion du transport commun. Il faut faire cette promotion. Et c'est ce qui est vraiment développé dans ces pays-là que nous voyons en face de nous. Il y a aussi le vélo. J'ai suivi un documentaire hier où la Suède, c'est bien le pays. Oui, la Suède, oui. Mais fait la promotion du vélo. C'est le cas au Rwanda. Mais ici, nous allons dire, est-ce que moi, en tant que journaliste, on me voit sur un vélo, qu'est-ce qu'on dirait de moi, mais elle est pauvre. Mais déjà, il y a ce complexe que nous avons chez nous en Afrique. Nous voulons chaque fois être chacun dans sa voiture, dans son véhicule, alors que nous pouvons faire la promotion du transport en commun. Ça va diminuer énormément les émissions de gaz à effet de serre. Regardez par exemple à midi, si vous voyez au niveau de nos feux, rouges, regardez, justement, il y a une forte concentration de gaz à effet de serre. Et donc, je dis souvent, si nous voulons évoluer, nous allons le faire. C'est juste la volonté qui nous manque, parce que nous avons les moyens pour le faire et pour y arriver. Prenons juste les arbres. Chez nous, dans nos maisons, combien parmi nous plantent un arbre? Combien parmi nous mettent en terre un plant? Et l'entretiennent. Voilà. Oui, mais le problème se pose. Nous voulons chaque fois avoir une terrasse, la bétonisation, tout est bétonné. Mais l'éducation environnementale doit commencer déjà dans nos maisons. Il ne faut pas aussi tout attendre du gouvernement. Pas du tout. Qu'est-ce que vous et moi, nous faisons pour contribuer à la protection de l'environnement? C'est là. Il faut une éducation environnementale. Du coup, revenons à la source. Agissons déjà, commençons par agir avant d'attendre une part du gouvernement. Alors,
Oui, vous voulez réagir? Je voudrais dire, on ne va pas se décourager parce que ce monde, personne ne veut aller contre le mur. Ouais. Je me dis, on n'est pas aussi idiots, le monde que nous sommes, les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes, on n'est pas aussi idiots pour nous laisser engouffrer dans cette chaleur qui va nous envahir. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, on va prendre conscience. Elle a donné par exemple des exemples très simples qu'on peut utiliser chez nous. Chez nous au Bénin, on peut le faire. Si chacun dans sa maison peut avoir un plan. Par exemple, si à chaque rentrée des classes, on dit que chaque élève doit mener un plan et que l'enfant doit entretenir ce plan jusqu'à la fin de l'année. C'est une chose, l'entretien, c'est autre chose. On sait que chaque année, au niveau de chaque 1er mai, on met des plans en terre. 1er juin. Non, je me dis, si on disait que vous avez une note par rapport à ce plan que vous mettez en terre et qu'à la fin de l'année, on va l'évaluer, tout le monde va s'y mettre. Il y a des stratégies pour le faire. Par exemple, quand on met un enfant en monde, il faut mettre en terre un plan. Quand quelqu'un meurt, il faut mettre en terre un plan. Si on le fait... Alors on va finir là-dessus avec tout ce qui s'est passé à COP26, avec également les propositions que vous faites là. Vous pensez qu'on peut atteindre les moins 2 degrés, 1,5 degrés Celsius? Non, ce n'est pas évident. Si on continue dans cette même lancée, ce n'est pas évident. Mais c'est vrai qu'il y a des volontés au niveau de chaque nation parce que les gens ne sont pas encore prêts à laisser les énergies fossiles. Parce que les énergies renouvelables sont plus chères, il faut le reconnaître. Donc, ils sont, comme c'est l'autre est plus facile, c'est la nature qui nous a offert cela, donc il faut l'exploiter comme on le dit. Mais c'est qu'est-ce que ça va finir un jour. Ça va finir un jour. Voilà, justement. Et pour y arriver, il faut revoir et actualiser nos CDN. Ouais. Le Bénin, en 2017, avec la 3e communication, le Bénin était un pays émetteur. Est passé d'un pays puits de carbone à un pays émetteur. Mais en 2020, avec les résultats, le Bénin est redevenu un pays puits de carbone. Ça veut dire que si nous voulons, les politiques veulent vraiment évoluer, ils savent comment le faire. Et donc, du coup, pour y arriver, pour venir au niveau de 1,5 degrés Celsius, si les États veulent y arriver, ils le feront. Ils y arriveront parce qu'il suffit juste de mettre en œuvre les stratégies, les actions qu'il faut pour réduire énormément les émissions de gaz à effet de serre. Et beaucoup de volonté de la part des autorités. Surtout la volonté politique. Voilà. Merci William Tchoki, merci Antoinette Sabo d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir d'échanger avec vous. On installe tout de suite le dossier de la semaine. Je le disais, à partir du 1er janvier 2022, tous les Béninois devront souscrire à l'assurance maladie, un objectif cher au gouvernement qui ne saurait se réaliser sans une couverture sanitaire universelle. Comment y arriver? On en parle juste après ce élément. L'amélioration du système sanitaire au Bénin est l'une des préoccupations majeures des acteurs du secteur sanitaire privé. Réunis au cours d'un symposium, ces professionnels de santé veulent prendre leur part aux côtés des pouvoirs publics pour améliorer les indicateurs de santé. Notre secteur de la santé a 2 composantes, une publique, une privée. Et ce secteur ne peut pas bien fonctionner s'il fonctionne avec une seule de ces sous-secteurs. C'est un peu comme si, pour tenir votre corps, vous n'avez qu'une seule jambe. Donc, ce n'est pas possible de tenir, vous êtes obligé d'aller chercher une béquille. Et jusqu'à ces dernières années, le secteur de la santé avait fonctionné exclusivement ou quasi exclusivement avec le secteur public, ce qui peut expliquer que les performances n'ont pas été au rendez-vous. Et aujourd'hui, comme dans de nombreux pays, la démonstration a été faite que lorsque les 2 secteurs travaillent ensemble, on peut avoir un système qui fonctionne à la perfection dans l'intérêt des populations. Un objectif commun à développer avec en toile de fond la réalisation de la couverture sanitaire universelle, un enjeu devenu un objectif de développement durable. C'est dire que si lui ou quelqu'un de sa famille est malade, quel que soit l'endroit où il se trouve au Bénin, il doit être capable, en parcourant une distance courte, arriver dans son établissement de soins et d'y recevoir des soins de qualité sans avoir à vider ses ressources financières qui pourraient à ce moment-là le précipiter dans la pauvreté. Et quand on entend tout ça, on peut le résumer en 3 choses. Des soins de qualité, l'accessibilité géographique et puis l'accessibilité financière. L'accès à des services et des soins de santé de qualité qui ne sauraient donc se faire sans l'implication active du secteur privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que, le secteur privé, il existe.
2, que ce secteur privé, il travaille depuis plusieurs années à améliorer la qualité de ses services. En intégrant le secteur privé, on augmente donc le potentiel d'établissement de soins qui vont rentrer dans le processus. Donc on aura un pays qui sera facilement quadrillé de manière à ce que tout Béninois qui cherche un service de santé va en trouver un le plus proche de là où il se trouve. La contribution du secteur privé pour parvenir à une couverture universelle est donc aujourd'hui inévitable. De quoi faciliter l'ambition du gouvernement de voir se généraliser son projet d'assurance maladie d'ici janvier 2022. Et voilà, le décor très bien planté. Quelle sera la part du secteur privé dans la couverture sanitaire universelle? C'est le sujet de ce dossier de la semaine et nous recevons comme invité Dr Latif Moussé, président de l'Association des cliniques privées du Bénin. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Évariste. Merci d'être avec nous. Merci plutôt de m'inviter à ce plateau. Et pour m'accompagner dans les échanges, Rodrigue Bababito. Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir, chers téléspectateurs. Plaisir également d'être des vôtres. Alors, dans le secteur sanitaire, des réformes ont été engagées, réformes qui prévoient notamment des soins gratuits pour les plus pauvres, une assurance maladie obligatoire à compter du 1er janvier prochain. Et la couverture sanitaire universelle est un objectif de développement durable qui doit permettre à tous un accès géographique et financier de qualité. Docteur Latif Moussé, vous êtes invité sur ce plateau pour en parler avec nous. Alors, couverture sanitaire universelle, un enjeu important, de taille aujourd'hui, non? Totalement, monsieur Rodrigue. Un enjeu incontournable parce qu'il faut y faire face et se donner tout un chacun à son niveau, les professionnels de santé du secteur privé dont je suis membre. Ouais. Effectivement, c'est ça qui concerne ce plateau actuel. Sûr, ouais. Nous sommes là effectivement pour que cette couverture sanitaire universelle puisse être une réalité. On reviendra. De façon basique, je me demande, c'est quoi la couverture sanitaire universelle? Justement, qu'est-ce que ça englobe concrètement? Non, je crois que c'est couverture sanitaire universelle. Et couverture sanitaire, ça veut dire du point de vue de l'accessibilité des soins d'abord. Qu'on soit à Godomé, on a besoin d'une spécialité, d'une consultation, d'une offre de soins. Oui. On est à Tukuntuna. On a besoin d'une autre offre de soins. Nous puissions être en mesure d'être satisfaits. Donc ça suppose un plateau technique, une compétence professionnelle de santé adéquate, avec effectivement une facilité d'accès. C'est les nerfs de la guerre, on va peut-être l'aborder tout à l'heure. Parce que quand on voit le secteur privé, on va toujours, ils sont chers. Bien sûr. Mais dans la cherté, qu'est-ce qu'on y met? Et justement, pour bon nombre de Béninois, aujourd'hui, les soins de santé sont encore très chers et parfois, ils doivent renoncer même à ces soins. Est-ce que la couverture sanitaire universelle va venir régler ce problème? Oui, je crois que la volonté est de faire en sorte que, de manière régalienne, la santé, l'éducation, l'habitat, c'est ça, c'est les droits universels. Bien sûr. Est-ce que tout le monde y accède aujourd'hui? Et l'objectivité est que, quel que soit le lieu de la planète, on se bat pour que, ne serait-ce que le plus reculé, le plus petit, le plus grand, puisse avoir effectivement droit à l'éducation, à l'habitat, à la santé. Et en ce qui concerne effectivement la santé, si l'objectif n'est pas d'en arriver à cela, nous allons avoir des mortalités vraiment pour des infections, comme nous venons de le voir pour la pandémie. Si on avait vraiment une accessibilité, ce n'est pas vraiment pour amener des choses douloureuses où on est obligé effectivement de faire des concentrés de prise en charge sur certaines affections, cette accessibilité avec cette décharge un peu partout, ça pourra se faire en fonction de la contribution de tout un chacun. C'est vrai, c'est un rêve. Il faut un objectif. Bien sûr. L'objectif peut être loin. Moi, quand j'étais plus jeune, on disait santé pour tous d'ici l'an 2000. On est à 2021. Hein? Bien sûr, bien sûr. On est encore là. On en parle encore. Donc, ce fut un rêve, on se disait avant, qu'on pouvait atteindre.
je crois qu'il faut se permettre ce rêve. Et nous espérons que ça pourra être vraiment une réalité. Et pour que ce rêve devienne une réalité, est-ce que le partenariat public-privé est indispensable? Non, je crois que la réponse est dans la question, parce que il y a le secteur public de la santé, le secteur privé de la santé. Pourquoi il y a le secteur privé de la santé? Parce que l'État ne peut pas tout faire. Bien sûr. La réalité est qu'il y a plus de centres privés que de centres publics. Donc c'est vraiment indiscutable. Les deux secteurs doivent avoir un mariage. Un mariage qui doit aller dans le même sens. Et non se regarder comme chien de faïence, c'est tout beau là-bas, c'est tout mauvais dans le même temps. Non, parce que ce soit vous et moi, j'ai une crise, on va m'amener où? S'il y a vraiment une structure de santé là, je n'en ai pas au CNHU. Parce qu'effectivement, là, il y a de la qualité pour régler les soins d'urgence, et c'est cela, c'est le rêve, et c'est en cela qu'il faut effectivement féliciter vraiment cette option de pouvoir en arriver là et de pouvoir décider que d'ici janvier 2022, nous puissions avoir un minimum de prise en charge qui ne sera un minimum d'abord. Et quelle va être alors la partition à jouer pour le secteur privé donc? Non, le secteur privé, ça, je crois que par rapport à cela, le secteur privé jusqu'à maintenant n'a pas été impliqué réellement dans le panier. Peut-être quelques secteurs confessionnels et encore. Vous voulez parler des paniers de soins? Les paniers de soins de l'assurance maladie. Mais nous sommes de toutes les manières là, attentifs par rapport, et nous sommes preneurs. Et en cela, parce que étant donné que le vrai problème c'est toujours le coût, le prix et le tarif. Et ça, il faut faire la part des choses par rapport. Si le coût, au vu du secteur public, ne prend pas en compte tous les intrants, parce qu'on a les facilités d'eux, et la lumière, et ceci, et les bâtiments, alors il faut qu'on ait des mécanismes, et par rapport à ça, le partenariat privé-public, il veille. Et ce partenariat doit être dynamisé. Justement, entre le privé et le public aujourd'hui, est-ce que les échanges se font dans la convivialité? Parce que vous abordez des questions qui ne sont pas forcément prises en compte par le secteur public. Aujourd'hui, est-ce que l'État est favorable et à l'écoute de ces points que vous relevez là pour impliquer le secteur privé? Je crois qu'il faut dire les choses très franchement. Ce n'est pas vraiment un politologue que vous avez devant vous, mais je peux vous dire que depuis les quelques années dans le privé, sans aucune flatterie, la pénétrance que nous avons et le regard que nous avons et le regard réciproque, même s'il y a quelques-uns individuels qui ont des regards de faïence plus ou moins, honnêtement, cette pénétrance, c'est d'aucune comparaison par rapport à ce que c'était il y a une dizaine d'années. Ça, c'est clair. Avec une incitation à participer aussi bien à des remises à niveau de compétences, de l'information, ne serait-ce qu'avoir un avis consultatif. Mais il y a beaucoup de choses, comme vous le dites, à faire pour que ce mécanisme réel, afin que cette couverture sanitaire universelle et que cette maladie à tout le monde en janvier puisse rentrer vraiment dans une dynamique gagnant-gagnant. C'est évident qu'il y a un nombre de choses à faire, et je crois que les choses se passent assez bien. Nous espérons que les semaines à venir, ça va s'accélérer et que nous aurons des interfaces de compromis entre ce qui est coût, ce qui est tarif, et qu'est-ce que de manière concrète, en cédant ceci, le secteur privé bénéficie. Tout est là. Parce que le secteur privé aujourd'hui, est-ce un domaine d'utilité publique? C'est oui, théoriquement. Mais de manière concrète, je crois que c'est les couloirs dans lesquels nous allons effectivement être dynamiques pour que les choses aillent dans ce sens-là, afin que si vous venez, on ne dise pas que vous devez avoir effectivement une autre assurance complémentaire, et dans tous les cas, s'il le faut, il y a des coûts sur lesquels il y aura mutuelle complémentaire, assurance complémentaire, surtout que
il faut rendre vraiment hommage pour cette décision. Le panier initial ne peut pas tout prendre en charge. Donc il est normal qu'il y ait vraiment assurance ou mutuelle complémentaire afin que les grosses maladies, si je peux parler comme ça, les maladies non transmissibles qui sont vraiment traînantes, chroniques, tout doucement, ça se fait. On met l'accent sur le partenariat public-privé, mais de façon concrète, quel rôle joue le secteur privé dans le renforcement du système de santé de notre pays? Merci beaucoup. Le système de santé de notre pays, comme on dit, le secteur privé déjà représente entre 50 et 60%. 60%, certains diront, après ça revient entre 50%. De toutes les manières, le problème n'est pas, même si c'est 10%, c'est clair que c'est les Béninois qui viennent au secteur privé. Et spontanément, je crois que s'il y a une offre en santé, ça, c'est pas pour jeter le pauvre à qui que ce soit. Spontanément, les gens, ils ont... C'est le constat des enquêtes. Ils viennent d'abord dans le privé parce qu'ils estiment que, etc. Non, on doit casser tout ça pour que, privé-public, ça soit effectivement même offre, même qualité. Et nous, dans le privé, à travers la plateforme du secteur sanitaire privé, il y a des perspectives, il y a des choses qui sont faites, il y a des ambitions fortes. C'est pour ça que le dernier symposium tenu du 8 au 12 novembre dernier, les objectifs en faisant les ateliers, c'est pour des remises à niveau de compétences dans divers domaines de discipline. Et les objectifs, effectivement, de partenariat, ce qu'on a connu à travers la pandémie, les difficultés, les déficits d'oxygène, dans le privé, nous sommes organisés pour qu'aujourd'hui, il y ait un partenariat entre la PSSP, la plateforme du secteur sanitaire privé, avec un privé. Pour qu'on ne soit pas effectivement tout simplement tenu à un seul privé, où parfois c'est difficile. Notre objectif, c'est nous avons besoin d'oxygène, nous puissions régler cela. Par rapport à ça aussi, exactement. Par rapport à ça aussi, il y a le hub diagnostique. Le pouvoir, parce que qu'est-ce que nous constatons dans le privé? Nous avons des difficultés, par exemple, pour faire de la grande réanimation. Oui. Quand le malade est critique, c'est parfois pas surprenant de dire il n'y a pas de place à tel endroit. Quel est le seul centre, c'est là où il faut faire admettre la personne. Si, honnêtement, dans les perspectives que nous sommes mis, les démarches vont dans le sens souhaité, et puis je crois que ça ira dans ce sens, que ce soit le hub diagnostique, que ce soit le hub dans nombre de domaines, sur le plan de la compétence médicale, nous y sommes. Et aujourd'hui, il y a des centres, même ça a été présenté, où on est loin de penser qu'il y a des chirurgies pointues comme la neurochirurgie qui sont faites dans le privé. Qu'elles soient vraiment les FIV, les fécondations in vitro, c'est fait dans le privé. C'est pas. Moi, j'aime pas trop dire c'est pas fait dans le privé public. Honnêtement, l'objectif est que ce qui doit être fait soit vraiment fait. Alors, j'ai une question, c'est que quand on parle de couverture sanitaire universelle, c'est qu'on parle de l'accès géographique, en plus de l'accès financier, on parle de l'accès géographique. Aujourd'hui, on sait que notre pays, à l'heure actuelle, on n'a pas, par exemple, des centres de santé partout sur tout le territoire. Du privé comme du public, il n'y en a pas partout. Les gens parcourent encore des kilomètres avant d'avoir avoir accès aux soins. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le privé réfléchit à, on va dire, accompagner le public pour pallier à ces déficits-là? Oui, je crois que vous avez totalement raison, mais je sais que dans les efforts d'ouverture ou de concentration de compétences sur le plan national, il y a des choses effectivement qui sont prévues pour l'année 2022. Maintenant, dans le privé, je ne rentre pas dedans parce que je ne sais pas vraiment le détail, c'est sur le plan national, sur le plan parce que le ministre en a présenté à des ateliers, à des webinaires où vraiment il y a de grosses ambitions. Mais en ce qui concerne le secteur privé, c'est vrai que ça nous amène à quoi? Il y a de la jeunesse parmi effectivement les professionnels de santé qui sortent. Il y a des médecins généralistes qui sont sortis et qui ont du mal, effectivement, soit à rester et ils s'en vont, et se sont du mal à exercer parce qu'effectivement, pour pouvoir trouver une place à tel endroit, c'est pas évident. Et aussi, il y a aussi le problème du coût, effectivement. C'est en cela que ce problème du coût de la consultation, des intrants, etc., si nous voyons cela, c'est
de faire en sorte que ça soit sur toute l'étendue du territoire, les coins reculés, c'est là l'intérêt du partenariat public. Comment inciter à ce que, c'est toute une politique. C'est en cela que les ODD nous disent, quel que soit l'âge, depuis le fœtus, état fœtal, abdominal, jusqu'à 102 ans, ou alors 200 ans, si on peut encore durer autant, il faut faire en sorte que la personne soit en un bon état de santé et de bien-être. Donc, il y va vraiment de l'engagement, effectivement, des autorités, de l'engagement de tous. Et par rapport à cela, c'est comment mettre les mécanismes ensemble au niveau du partenariat privé-public, au niveau du privé, afin que nous puissions nous dire, oui, nous avons des jeunes qui sont sortis, nous allons pouvoir faire en sorte que la mutualisation des compétences dans les endroits reculés, c'est comme ça on incite. Nous avons besoin effectivement d'ouvrir, et c'est à eux de décider, de pouvoir dire, oui, je vais dans tel centre, si le centre, parce qu'il y a des centres qui, de toutes les manières, où c'est complètement absence de centre de santé, on ouvre les centres de santé, que ce soit grâce aux autorités locales ou sur le plan national, les professionnels de santé sont là. Ou alors on les aide alors en disant que, écoutez, nous allons vous ouvrir des centres de santé à tel niveau, eh bien, venez, on va vous engager pour pouvoir effectivement exercer à ces endroits-là. Parce qu'il y a un nombre de médecins qui sont en difficulté de travail ou sont au chômage, et pourtant il y a effectivement des zones qui sont, pour ne pas prêter le mot, qui sont déséthiquement absents de... D'accord. Et est-ce que c'est seulement à la mutualisation de compétences que le secteur privé s'attend dans ce partenariat public-privé? Qu'est-ce que le secteur privé attend du secteur public? Oui, ce sera la dernière question. Non, je crois que la mutualisation, que ce soit la mutualisation entre centres de santé ou professionnels de santé du privé, ça doit se faire. Mais la mutualisation aussi entre, que ce soit le secteur public et le secteur privé, c'est important. Et parce que quand nous disons, nous voulons créer tel centre de compétences, il faut mettre les ressources humaines. Il faut mettre le plateau technique. Il faut mettre l'immeuble, etc. Par rapport à cela, c'est important que la vision, très franchement, du partenariat privé-public puisse dire, bon, je mets tel hôpital, comment on fait pour pouvoir effectivement bien soigner à l'intérieur. Et bien soigner à l'intérieur, comment? Avec mise à disponibilité ou sans d'appareils, tout a été bien construit, mais en interdépendance avec ceux qui vont l'utiliser, et pour que tel local soit vraiment adéquat, fonctionnellement adapté, je suis certain que le secteur privé est prêt pour ça. Ce hub diagnostic dont nous parlons, avec de haut niveau d'imagerie et tout le reste, si nous y mettons, que ce soit rien que le secteur privé, avec facilitation effectivement de l'État, je crois que la chose essentielle est que privé-public soit vraiment dans une unicité vraiment de vision, pour dire, nous voulons faire en sorte que le béninois lambda soit bien traité. Et je crois que c'est cette vision-là qui est vraiment la chose importante pour que nous tous n'ayons pas effectivement une mort brutale, un vieillissement sans confort. Et tout doucement, nous allons effectivement, à nos vieux jours, dire, mais cette couverture sanitaire universelle m'a permis, j'ai trébuché, j'ai trouvé vraiment le professionnel de santé ou le centre adéquat pour faire une radio, au lieu de courir là, ou bien c'est 48 heures après que j'ai fait la radio. Et même Latif Moussé, on espère que cette vision va se concrétiser comme cela se doit pour que tout le monde ait accès aux soins de santé sur toutes les communes. Qu'on puisse vivre... Je vais reprendre Dr Latif Moussé jusqu'à 200 ans. Merci à vous, Dr Latif Moussé. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des cliniques privées du Bénin. Il était question de la couverture sanitaire universelle et surtout de la part du secteur privé. Et c'est là-dessus que prend fin Week-Echo de ce dimanche, que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week-Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.